Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé en partenariat avec le cabinet Fromont-Briens sur le plan de formation 2020 et sur l'obligation sexennale. Bonjour Sabrina. Bonjour Pierre. Alors très rapidement, je vais vous parler du fonctionnement du webinaire. Vous avez un chat, donc comme vous avez pu l'apercevoir, qui va vous servir à échanger entre vous, mais aussi à nous adresser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et à la fin de chaque partie, on prendra un petit peu de temps pour répondre à 2 ou 3 questions. Nous sommes ensemble, alors à la base jusqu'à 12h15, vu qu'on a pris quelques minutes de retard, on terminera aux alentours de 12h30. Et on va commencer, avant de vous présenter le plan, par se présenter. Est-ce que tu veux commencer à te présenter ? Mais bien volontiers. Donc Sabrina Dougados, avocat associé au sein du cabinet Fromont-Briens. C'est un cabinet de droit social qui est dédié à l'ensemble des dominantes du droit social, dans le cadre duquel nous avons un pôle qui dédie son activité au droit de la formation professionnelle. Donc dans ce cadre-là, on a vocation à accompagner l'ensemble des acteurs de cet écosystème qui est la formation professionnelle en France. Et on a vocation notamment à effectivement intervenir, notamment dans le cadre d'une activité de conseil, de contentieux, mais aussi pas mal de formation. Voilà, donc je m'y prête là avec plaisir aujourd'hui auprès de nous pour animer ce webinaire. Merci. Alors moi, c'est Pierre Monclos. Je travaille chez Youno. Youno, on est un organisme de formation et on fait de la formation digitale tutorée par des experts. C'est-à-dire qu'on propose un format qui est le SPOC, un acronyme qui signifie Small Private Online Course, qui sont des formations en ligne dans lesquelles il y a un accompagnement par les experts et qui proposent 2 modalités pédagogiques très fortes, en tout cas sur lesquelles on a tout misé, qui sont l'apprentissage par la pratique et l'apprentissage en groupe. Aujourd'hui, on a un catalogue de 50 formations sur les compétences essentielles d'aujourd'hui et notamment sur les soft skills. Et la moitié de nos formations sont éligibles au CPF, sujet dont on va un tout petit peu parler tout à l'heure. On va démarrer. Alors, je vais vous présenter rapidement le plan. Nous allons traiter ce webinaire en 2 parties. La première partie, on va la consacrer à voir quel est aujourd'hui le champ de la formation professionnelle et plus particulièrement de l'action de formation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans ce fameux nouveau plan des compétences 2020 ? Et puis, dans une deuxième partie, on parlera plus spécifiquement de la fameuse obligation sexennale, l'obligation de proposer une formation non obligatoire tous les 6 ans à ses salariés, dont l'échéance arrive bientôt, en parlant des bonnes pratiques pour éviter la sanction et en parlant de quelques cas d'entreprises qui se sont déjà emparés de ce sujet. Donc la première partie, sur le champ d'action de formation, on va parler du champ de la formation professionnelle, de la définition de l'action de la formation professionnelle, de l'action de formation, pardon, et enfin, on fera le focus sur le plan de développement des compétences. Alors déjà, pour commencer, Sabrina, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui change dans le champ de la formation professionnelle continue depuis la réforme et qui est applicable maintenant ? Qui est même, je dirais, applicable depuis en réalité le 1er janvier dernier, date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions de cette fameuse loi du 5 septembre 2018, dite loi Avenir professionnel, qui s'intitule « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Alors, ce qui est peut-être notable sur la redéfinition de ce champ, c'est qu'en réalité, on ne parle plus de formation professionnelle continue pour identifier une sorte d'inventaire à la Prévert d'une quinzaine de catégories d'actions qui rentraient dans ce champ de la formation dite professionnelle continue. On a redéfini un nouveau champ qui est celui de la formation professionnelle. Et dans ce cadre-là, on a identifié 4 catégories d'actions. Donc évidemment, par rapport à l'ancienne définition, un peu sous la forme d'un catalogue très long et assez fastidieux, c'est beaucoup plus adapté et beaucoup plus pertinent. On a 4 catégories d'actions qui rentrent dans ce champ. Ce sont les actions de formation, les validations d'acquis d'expérience, le bilan de compétences et les formations par apprentissage. La grande nouveauté, au-delà du fait d'avoir évidemment largement simplifié cette énumération, c'est d'avoir fait entrer dans le champ de la formation professionnelle l'apprentissage. Et ce qui évidemment embarque l'ensemble des opérateurs dans le champ de l'apprentissage, dans le même corpus juridique que les prestataires de formation, dont fait d'ailleurs partie UNO en tant qu'organisme de formation déclaré. Voilà, donc ça a le mérite quand même de la clarté et quelque part de rechercher à harmoniser un corpus juridique qui soit à peu près stable et clair pour l'ensemble des opérateurs qui ont vocation à évoluer dans cet univers de la formation professionnelle. Et le fait qu'il y ait ces 4 catégories, quels impacts ça a déjà pour les employeurs ?
Alors, pour les employeurs, effectivement, non pas en tant que prestataire, mais bien plus plutôt en tant que sujet, en tant qu'acteur, parce que potentiellement prescripteur d'actions qui rentrent dans ce champ pour le compte de leurs salariés, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt de prescrire, d'acheter ou de dispenser d'ailleurs par lui-même une action qui rentre dans le champ, c'est-à-dire qui répond bien à la définition légale de l'une de ces 4 catégories. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'abord de répondre à son obligation légale de former ses collaborateurs. Et puis plus précisément, c'est effectivement de potentiellement répondre à l'ensemble de ses obligations dans le domaine de la formation professionnelle. Alors on y reviendra tout à l'heure, c'est notamment de pouvoir justifier d'avoir proposé au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans, d'avoir assuré l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi de ses collaborateurs, parce que cette obligation-là, légale, est toujours codifiée, a bien été maintenue par la réforme. Donc de ce point de vue-là, les obligations n'ont pas évolué du point de vue des entreprises. Et puis ça peut être aussi une opportunité pour les employeurs de pouvoir obtenir, le cas échéant, des financements auprès des financeurs de la formation professionnelle, que sont les opérateurs de compétences, les OPCO, mais aussi désormais la Caisse des dépôts et consignations lorsque la formation est éligible au CPF. Donc, le préalable nécessaire, en fait, avant de se dire est-ce que mon action, ma formation, elle est éligible à tel ou tel dispositif d'accès, à savoir le CPF, le contrat de pro, le contrat d'apprentissage, la PROA, voire même désormais dans le cadre du plan de développement des compétences, j'ai envie de vous dire, même avant même cette première analyse-là, il y en a une qui est un peu le socle commun. La première question à se poser, c'est finalement, est-ce que mon action, avant même de se dire si elle est compatible, éligible à un dispositif d'accès, est-ce qu'elle rentre dans le champ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle correspond bien à la définition légale d'une action de formation, à un bilan de compétences, une VAE ou une formation par apprentissage? C'est vraiment le point d'entrée qui est commun, finalement, quels que soient les dispositifs d'accès en présence, quels que soient les financeurs en présence. C'est le point d'entrée commun qui, effectivement, suppose de devoir être traité pour savoir après quels sont potentiellement, évidemment, le sort, j'ai envie de vous dire, à la fois financier et juridique, à devoir attribuer à l'action. Alors, on va faire un focus sur la catégorie qui est l'action de formation et voir les impacts que ça a sur les prises en charge, mais aussi sur l'intégration dans le plan. Ça fait 2 réformes qu'on dit un élargissement de la définition de l'action de formation. Là, sur cette dernière réforme, tout le monde a dit mais maintenant on peut tout faire entrer dedans. Est-ce qu'on pourrait revenir précisément sur maintenant comment est définie une action de formation? Quand est-ce qu'on peut dire, en étant en phase avec le droit de la formation professionnelle, ceci est bien une action de formation? Oui, alors là, c'est pas pour tempérer un peu les ardeurs des uns et des autres, mais tout n'est pas devenu action de formation quand même. C'est-à-dire qu'on a une définition légale qui a été là aussi simplifiée, et je pense qu'il faut saluer le travail du législateur. On avait avant une définition qui faisait 3 paragraphes, qui devenait totalement indigeste de ce qu'était une action de formation, et désormais elle tient en une phrase. Une formation, c'est un parcours pédagogique qui permet l'atteinte d'un objectif professionnel. Donc ça a le mérite quand même de la clarté et de poser clairement une définition qui tient en une phrase. Après, très clairement, on est sur un objectif professionnel à devoir identifier et un parcours pédagogique. Voilà. Donc, concrètement, après, sur les modalités de détermination et de démonstration, finalement, de ce qu'on a bien fait une formation et pas autre chose, effectivement, là aussi, le législateur est beaucoup plus souple parce que la formation va pouvoir être déterminée, démontrée, en fait, par tout moyen probant. Donc, c'est à la fois bien et ça présente peut-être quelques inconvénients. C'est bien parce que c'est très souple et ça permet de retenir des solutions adéquates par rapport aux dispositifs pédagogiques que l'on retient, notamment quand on est en e-learning, quand on est en formation en situation de travail, désormais, autre modalité qui a été reconnue par la réforme. Évidemment, on va pouvoir adapter des moyens de preuve de façon adéquate par rapport aux dispositifs pédagogiques que l'on retient. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est formation. Il faut quand même, à minima, pouvoir démontrer qu'il y a bien eu un processus formatif permettant d'atteindre un objectif professionnel. Alors, sur les catégories de formation qui entrent dans cette définition, tu l'as dit, donc il y a l'action de formation en situation de travail, qui est vraiment un chapitre à part entière de la réforme qu'on ne développera pas aujourd'hui. Il y a les formations présentielles sur lesquelles peu de questions se posent, à supposer qu'on ait bien ce parcours pédagogique et des objectifs professionnels. Et il y a les formations toutes ou parties à distance. Alors, vu que nous, on fait de la formation à distance, c'est forcément subjectif, mais on a
depuis cette réforme, et on les avait déjà avant, beaucoup de questions de jusqu'où un dispositif qui est tout ou partie à distance va vraiment rentrer dans cette définition. Il y a un décret qui a été publié le 28 décembre de l'année dernière, qui a donné des précisions qui font qu'au final, ça reste assez large. Je vais les reprendre. Elles ne sont pas complètement nouvelles d'ailleurs. Une assistance technique et pédagogique pour accompagner le bénéficiaire, qui est l'apprenant dans le déroulement de son parcours. Il faut également une information du bénéficiaire des activités pédagogiques qu'il aura à effectuer pendant la formation à distance et une durée moyenne estimée. Estimée, ce n'est pas une durée moyenne réelle, ça a toujours été le jeu dans la formation à distance. Et enfin, des évaluations qui jalonnent ou qui concluent l'action. Donc si on cumule ces 4 ingrédients, on rentre bien dans la définition d'une action de formation. Et donc, beaucoup de dispositifs, puisque si on a ces questions, c'est notamment dans les nouveaux dispositifs, qu'est-ce qui peut rentrer in fine demain dans notre plan de formation. L'une des questions principales qui se posait, c'est pour les MOOC, les formations qui sont ouvertes à tout le monde, qui sont gratuites. Un MOOC aujourd'hui ne rentre pas dans cette définition parce qu'il n'y a pas d'assistance pédagogique et technique au niveau d'un individu. Par contre, tous les dispositifs où il va y avoir un accompagnement pédagogique et technique, donc un formateur, et puis quelqu'un qui peut répondre aux questions si on est bloqué, et les 3 autres ingrédients que j'ai donnés, donc les SPOC en font partie, là on entre, comme dans la précédente réforme, dans le cadre d'une action de formation. Tout à fait, j'ajouterais peut-être que la différence quand même, une des différences notables qu'on peut peut-être relever par rapport à l'ancien système et qui va quand même dans le sens d'un assouplissement et d'une meilleure adéquation quand même du cadre juridique par rapport aux évolutions techniques et pédagogiques que l'on observe sur le marché, c'est peut-être le fait qu'on est passé d'une exigence qui était vraiment relative à un encadrement pédagogique et technique à la notion d'assistance. Et l'assistance pédagogique et technique, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fonction des objectifs visés, les objectifs pédagogiques, en fonction notamment aussi de la durée de la formation, on peut raisonnablement se dire que l'assistance, il faut qu'elle soit prévue par le prestataire de formation, mais quand on est notamment sur des dispositifs de formation relativement courts, notamment qui visent à remettre à niveau ou à vérifier sur des formations réglementaires que le collaborateur est bien à jour et a bien effectivement le minimum pour valider les connaissances prescrites par un régulateur par exemple, et que le dispositif pédagogique proposé est 100% distanciel. Ce qui est intéressant dans cette notion d'assistance, c'est que c'est un peu comme quand on est sur l'autoroute et qu'on tombe en panne. Si on tombe en panne, on appelle Mondial Assistance, mais si on ne tombe pas en panne, on n'a pas besoin de recourir à cette assistance. C'est un peu la même notion que l'on peut retenir en formation e-learning, c'est-à-dire que l'assistance, il faut qu'elle soit prévue par le prestataire de formation de façon adéquate. Donc quand on est sur des formats relativement courts, il faut que l'assistance à la fois technique et pédagogique soit prévue, mais le recours, j'ai envie de vous dire, à la hotline pédagogique ne devra pas être nécessairement mise en place et activée dès lors qu'on est sur des durées relativement courtes. Il faut être très agile et très raisonnable dans les processus pédagogiques que les prestataires proposent par rapport aux objectifs. C'est évident que sur des formations qui seraient 100% distancielles, certifiantes, de 200, 300 heures, où on a une assistance, mais à aucun moment un encadrement pédagogique qui permet on est dans quelque chose qui n'apparaît très certainement pas adapté par rapport à la cible. Mais sur des formats plus courts, en revanche, la notion d'assistance telle qu'elle a été là très clairement reconnue par les textes, elle est intéressante parce qu'elle permet effectivement de pouvoir mieux adapter les formats pédagogiques par rapport à la cible. D'accord, et donc dès qu'on est sur des formats plutôt longs, s'il y a du tutorat ou du mentorat, de fait, on peut considérer qu'il y a cette assistance. Oui, tout à fait. C'est proactif quand il y a du mentorat ou du tutorat. En fait, la clé, ça va être davantage les activités pédagogiques qui vont être réalisées par le stagiaire et les modalités d'évaluation de ces activités pédagogiques. Là aussi, je reprends l'exemple d'un format très court versus une formation longue 100% distancielle. On ne peut pas raisonnablement se dire que sur une formation longue 100% distancielle, on n'aura aucun jalon pédagogique permettant d'évaluer à mi-parcours la progression pédagogique du stagiaire. Voilà. Donc, la loi est très, très libérale. Elle laisse aux prestataires de formation la liberté de pouvoir adapter leur modalité pédagogique par rapport à la cible. Encore faut-il que cette conception-là de l'ingénierie pédagogique soit évidemment efficiente et adaptée. Oui. Alors, on est entré dans ce niveau de détail parce que ça va être important, notamment pour la seconde partie. Mais pour terminer sur ce point, ce que la réforme dit aussi qui est intéressant, c'est que ces actions de formation, une fois qu'on répond à la définition, on peut les prouver par tout moyen.
Donc ça peut être, alors classiquement, c'est la feuille d'émargement quand on est dans une formation en présentiel, mais dès lors qu'on est dans une formation toute partie à distance, ça peut être les statistiques sur la plateforme, ça peut être les rendus, les travaux qui ont été faits par les apprenants, parce que même quand, selon les formats présentiels, il n'y a pas nécessairement une feuille d'émargement. Donc, tout pourra faire office de preuve, et ça va être très utile pour la suite. Oui, on est vraiment sur cette notion de faisceau d'indices. Qui est très vrai en FOD, qui est aussi vrai d'ailleurs dans le cadre des AFES, des formations en situation de travail. En clair, sur ces formations multimodales, il faut se dire que c'est vraiment un faisceau d'indices qui va permettre de démontrer qu'on a bien une activité formative. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus fastidieux que la simple feuille d'émargement qui était finalement très simple et très basique, si j'ose dire, à établir, à recueillir quand on était en présentiel. Mais par contre, l'intérêt quand même, et c'est là où le droit rejoint peut-être la pratique, c'est l'intérêt pédagogique in fine peut être plus satisfaisant de la qualité des preuves, des faisceaux de preuves que vous allez devoir réunir quand on est en distanciel, et qui peut d'ailleurs être très intéressante aussi pour les employeurs et pour les salariés eux-mêmes qui bénéficient des formations. Pourquoi ? Parce qu'une feuille d'émargement en présentiel, on peut dormir près du radiateur au fond de la salle et on signe la feuille d'émargement et on ne peut pas dire qu'il soit passé grand-chose dans le processus formatif. En FOD, on va demander aux stagiaires quelque part une forme de proactivité. Ces activités pédagogiques vont nécessairement quand même traduire une part de proactivité du stagiaire. En AFES, c'est très exactement le même dans un univers un peu différent, avec des séquences un peu différentes, mais on est quand même dans la matérialité d'une action qui est réalisée par le stagiaire lui-même, qui est évaluée, qui est ajustée, et potentiellement on y retourne avec des séquences alternées entre phase réflexive et mise en situation de travail.